Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver. Alors aujourd'hui on a vraiment pas mal de choses à voir, donc je vous conseille de bien vous installer, prenez un petit biscuit, un fruit, un truc à boire parce que nous avons ceci à voir. Il y a eu pas mal de lectures et il y a également eu un événement, vu que vous l'avez vu dans les petites images que je vous montre au début. Je suis allée à la foire du livre dimanche passé, le 2 avril, avec ma sœur qui a le compte des livres à croquer que je vous remets ici, comme ça vous pouvez aller voir. Elle parle des livres vraiment pour enfants, pour la jeunesse, pour les tout petits, c'est super intéressant, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Donc à cette foire du livre, c'était vraiment un moment très agréable. On s'est bien amusé toutes les deux évidemment, de toute façon on s'amuse toujours quand on est toutes les deux, mais du coup j'ai acheté aussi pas mal de livres, j'en ai profité pour voilà, refaire un petit stock, même si mon stock est assez conséquent à la maison, mais on n'a jamais assez de livres, je pense. En tout cas, c'est ce que je crois, donc pas de souci. Et je vais en profiter aussi pour vous montrer ce que j'ai acheté à la foire du livre. Donc on va parler d'abord de ceci, ensuite je vous montre et enfin je terminerai avec mes petites lectures en cours. J'espère que ça vous conviendra, donc prenez place, nous commençons tout de suite. Alors, je vais commencer par une saga que j'ai terminée, encore une. C'est celui-ci, Un serment si noble et funeste. C'est de la trilogie de la revisite du conte La Belle et la Bête. Je vous en avais déjà parlé, je pense, parce que j'ai lu le premier tome il y a un moment, mais pas si longtemps. Le second tome aussi, c'était assez récent et j'avais hâte que le troisième et dernier que voici sorte. La trilogie étant enfin clôturée, je crois que c'était une de mes lectures en cours de la semaine passée et je l'ai terminée super vite parce que je vous ai dit, ce sont des briques, hein, c'est des livres qui font plus de 600 pages, 500 ou 600 pages. Celui-ci est un petit peu plus fin que le premier si je me souviens bien, mais c'est hyper fluide. C'est aéré aussi au niveau du texte, c'est vraiment très confortable à lire. C'est des petits chapitres courts et ça file vraiment sans aucun souci. Alors au niveau de cette trilogie, j'ai vraiment adoré cette fin clôture, tout. C'était vraiment très agréable. J'ai aimé me replonger dans cet univers de revisite. Donc on va suivre en fait le personnage de Harper, qui est une jeune fille qui a un problème. Elle est handicapée, je vous dis pas à quel niveau, donc bref, elle a un handicap. Et elle va assister un soir plutôt, à un enlèvement d'une jeune femme par un homme menaçant. Elle va s'interposer et en fait c'est elle qui va être du coup enlevée et emmenée dans un royaume qui a été maudit et elle est la clé justement pour libérer le prince de ce royaume de la malédiction et on va suivre les personnages. Donc ça c'est au niveau de l'histoire. Dans le premier tome en fait on va beaucoup s'intéresser au personnage de Harper, donc cette jeune fille qui est amenée dans le royaume qui est maudit, et le prince qui s'appelle Ren, le prince maudit. Dans le second tome c'était assez différent parce que là on va passer à deux autres personnages qui est Grey, qui est en fait le garde du corps du prince Ren, et d'une femme qui s'appelle Lia Mara, qui est un personnage très intéressant que j'ai beaucoup aimé. Donc ça m'avait un petit peu perturbée quand j'ai lu le premier tome de me retrouver vraiment avec Harper et Ren, un petit peu Grey qui était de la partie, mais le second tome qui était vraiment consacré au personnage de Grey et de ce nouveau personnage de Lia Mara. Et ici dans le troisième tome, on retrouve un petit peu tous les personnages évidemment, vu qu'il y a la clôture, il y a le grand final, mais c'est vraiment très bien, très chouette. Le tempo est assez rapide, assez fluide, on est pris dans les chapitres. J'ai adoré retrouver le personnage de Grey parce que c'est un personnage que j'adore. Il y a un côté magique évidemment dans ce livre avec la malédiction, il y a des intrigues aussi politiques, il y a des questions de bataille, de royaume, des complots également. Il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai bien aimé Harper également, qui est un personnage aussi très intéressant. Le seul que j'ai moins apprécié, c'est peut-être le personnage de Ren, mais ici dans ce troisième tome on en apprend davantage sur lui et on comprend ce qu'il a vécu dans le passé et ce qui fait qu'il a son caractère actuel. Donc j'ai apprécié avoir ces éléments parce que du coup mon avis a été un petit peu plus amoindri, adouci.
Bref, au début, j'étais pas fan de ce personnage et là maintenant, j'ai quand même plus d'empathie pour lui par rapport à ce qu'il a vécu. C'était vraiment, voilà, c'était vraiment très très bien. Si vous avez envie de lire une chouette revisite de La Belle et la Bête, eh bien vous pouvez lire celui-ci. Les livres en plus sont super beaux, vous pouvez le voir, hein, il y a un petit reflet arc-en-ciel dans le titre. C'était vraiment très très chouette. Je suis très contente d'avoir pu terminer et lire cette toute belle trilogie. Je poursuis avec celui-ci qui est La Dernière Maison avant les bois de Catriona Ward aux éditions Sonatine. C'était ma lecture en cours également de la semaine passée, je pense, et pas mal de personnes étaient curieuses d'avoir l'avis sur cette lecture, donc je vais vous en parler maintenant. Je l'ai terminé. C'est un livre qui est pas très long, il fait 400 pages, quelque chose comme ça, oui, tout juste 400 pages. Donc, dans cette histoire, eh bien, on est dans une petite ville, dans une petite rue, une impasse même, qui s'appelle Needless Street. Et dans cette impasse, il y a une maison isolée qui est juste avant les bois. Ça vous surprend, j'en suis certaine. Et dans cette maison vit en fait le personnage de Ted Bannerman, qui est un homme très étrange, très solitaire, qui vit apparemment avec son chat qu'il a appelé Olivia. Donc il reçoit personne chez lui, il vit tout seul, il est il n'a pas beaucoup de moyens, pas beaucoup d'argent, il est très solitaire, il se barricade chez lui, bref, c'est le gars vraiment mystique au bout de la rue. Et un jour, il y a une femme qui va arriver dans le quartier, elle s'appelle Dee, et elle va habiter aussi dans une des maisons toutes proches de ce Ted, et apparemment, elle va beaucoup s'intéresser à ce personnage. Apparemment, elle cherche quelque chose. On apprend qu'il y a une dizaine d'années, dans le quartier, dans les alentours, il y a une fillette qui a disparu, et la police n'a jamais retrouvé cette fillette non plus. Alors on se demande si le Ted en question, vu qu'il est tellement bizarre, est-ce qu'il aurait un rapport avec cette disparition? Et ça c'est pour l'histoire, j'ai pas trop envie de vous donner d'éléments non plus, mais donc ça tourne autour de la disparition d'une fillette. Je vous donne un indice, cette fillette avait une sœur, une grande sœur, qui elle recherche sa petite sœur. Et on va beaucoup s'intéresser au personnage. Donc on va passer d'un personnage à l'autre. Donc on va entendre Ted. Ce qui est assez particulier, c'est qu'on va aussi entendre Olivia, son chat. Donc Olivia va prendre la parole, elle va parler de son point de vue de chat. Il y aura aussi un personnage qui s'appelle Lauren, qui est la fille en fait de Ted, qui va également s'exprimer. Il y a le personnage de Dee également qui va prendre la parole et on va alterner comme ça avec ces personnages-là qui vont nous raconter leur histoire. Et c'était très spécial. Je pense que c'est un livre, soit on adhère et on aime, soit on n'adhère pas du tout et ça va pas. Je pense pas qu'il y a de juste milieu vraiment. Soit ça marche, soit ça marche pas. Pour moi, ça a marché parce que je me suis laissée porter dans le récit. Au début, j'étais un peu perdue parce que c'est vraiment bizarre, surtout avec le chat Olivia qui prend la parole. On est dans quelque chose d'assez atypique au niveau histoire, au niveau récit. Mais c'était vraiment bien. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je me suis pas du tout attendue à ça. Et le personnage de Ted, il est super intéressant parce qu'il a une particularité. Je vous dis pas laquelle, parce que sinon je vous dévoile tout, mais il a une particularité très étonnante qui m'a beaucoup intéressée, qui fait poser pas mal de questions aussi. Il a vécu des choses très malsaines et assez difficiles en étant plus jeune. On apprend ça aussi dans la lecture. C'était vraiment bien fait, bien tourné. Comme je vous dis, moi, à un moment donné, je me suis dit, c'est peut-être ça en fait, et c'était pas du tout ça. Donc, on nous dirige vers quelque chose qui n'est pas ça du tout. Il y a un rebondissement incroyable à la fin. J'avais rien vu venir, mais c'est vraiment très bien fait. En tout cas, moi, j'étais à fond dans cette lecture. Je l'ai terminée très vite. Au début, j'étais un peu perturbée, comme je vous l'ai dit, parce que le personnage de Ted, quand il prend la parole, on sent bien que c'est un gars qui a des petits soucis. Après, quand on entend son chat qui parle, on se demande, mais est-ce que c'est... Enfin,
pourquoi ce chat prend la parole, qu'est-ce que ça a à faire dans ce genre de lecture aussi. Et puis on comprend tout évidemment à la fin au fur et à mesure de la lecture. Donc voilà, c'était surprenant, c'était intéressant, mais attention, je pense que ça ne plaira pas à tout le monde. Donc si vous êtes un peu curieux, si vous avez un esprit ouvert, si vous aimez bien être un petit peu surpris, je pense que ce livre pourra vous convenir sans souci. Mais voilà, soyez avertis, je pense que pour certaines personnes, ce sera peut-être un peu trop étrange. Mais voilà, moi j'ai bien aimé cette petite lecture, ça change complètement des autres thrillers et policiers. Du coup, c'était une bonne surprise, très surprenante mais bonne surprise. Je reste dans le policier, thriller, polar, etc. J'en ai lu pas mal hein, cette semaine. Je suis en mode en fait. Je me rends compte que pour l'instant, je lis pas mal de choses un petit peu dans ce style. Donc je vais continuer plutôt avec La clé du sang de Ruth Ware aux éditions Pocket. Je pense que c'était également une lecture dont je vous ai un petit peu présenté la semaine passée. Si je me souviens bien, il me restait une centaine de pages à lire et je l'avais terminé dans la journée évidemment, donc je peux à présent vous en parler. Donc on va suivre en fait le personnage de Rowan Kane, qui est une jeune femme hein, qui vit à Londres et elle va être engagée comme nurse par un couple d'architectes qui s'appelle Sandra et Bill. Ils ont 4 enfants, dont 3 qui sont assez jeunes et qui ont besoin d'une nurse parce que les parents travaillent beaucoup et sont amenés aussi à parfois partir en rendez-vous d'affaires pour leur travail. Ils habitent une magnifique maison située dans les Highlands. C'est une maison qui est à l'écart, qui est un peu perdue comme ça dans la nature, mais cette maison c'est le top au niveau de la technologie. Tous les bidules technologiques y sont dans cette maison, donc tout est réglé par un petit tableau comme ça électronique. Donc c'est assez particulier et très très moderne. Et Rowan, elle va sauter sur l'occasion parce que son travail actuel, elle en a un petit peu marre. Et ici, tout est très attractif, le salaire, tout ça, c'est vraiment très intéressant. Elle est logée, elle est nourrie, elle doit s'occuper de 3 enfants, donc ça lui plaît, a priori, ça lui plaît plus que son travail actuel. Elle va se rendre dans cette maison, elle va être engagée et très rapidement, elle va se rendre compte qu'il y a quelque chose d'assez étrange dans cette maison. Elle sait pas trop quoi, mais il y a des événements assez bizarres qui arrivent et elle va également entendre certaines rumeurs. Parce que dans le village, dans les alentours, on dit qu'en fait cette maison, elle est hantée. Ça c'est pour l'histoire. Et c'était très sympa. Moi j'ai bien aimé, je l'ai lu très fluide, j'étais accrochée, j'avais envie de savoir la fin, de découvrir tout ce qui se passait exactement. J'avais plus ou moins compris d'où venaient les phénomènes étranges, mais il y a quand même eu un rebondissement auquel je ne m'attendais pas à la fin. Donc ça c'était un bon point. J'ai découvert cette autrice avec celui-ci et je lirai d'autres choses parce que c'était vraiment très bien fait. L'ambiance est vraiment bien suggérée, c'est assez inquiétant. On va suivre le personnage de Rowan qui fait face à des difficultés auxquelles elle ne s'attendait pas, qui a aussi des secrets, donc ça c'était assez cool je dois dire. Et la façon aussi de faire le récit, ça commence par des courriers, voilà comme ceci, des courriers qui sont censés être envoyés à un avocat. Donc on se rencontre au tout début que le personnage principal il est en prison parce qu'il s'est passé quelque chose de très grave et que le personnage du coup de Rowan fait appel à un avocat sans doute pour la défendre et elle lui raconte en fait toute son histoire avec ces lettres qu'elle compte lui envoyer. Donc j'ai bien aimé aussi cette façon de raconter l'histoire, c'est différent, donc ça change du style classique. C'était assez sympa, comme je vous ai dit, c'est une ambiance assez angoissante, c'est une histoire avec plein de secrets sur le personnage de Rowan, mais également sur la maison, sur le passé de cette maison, sur certains personnages aussi qui gravitent aux alentours de cette maison. Il y a pas mal de rebondissements, c'était vraiment très chouette.
C'est bien construit au niveau du récit, c'est addictif, comme je vous l'ai dit, je l'ai lu très rapidement. Donc si vous aimez voilà ce style de lecture un petit peu angoissante avec une maison qui est considérée comme étant maudite, avec plein de secrets un peu partout, vous pouvez vous diriger vers celui-ci. Je passe à quelque chose d'un peu différent. C'est celui-ci. J'ai terminé de lire Les Lendemains de Melissa d'Acosta aux éditions Le Livre de Poche. J'avais lu précédemment d'elle Tout le bleu du ciel qui avait été un coup de cœur incroyable. J'avais adoré cette lecture et j'avais envie de poursuivre avec les livres de Melissa d'Acosta parce que j'en ai plusieurs dans ma palle qui m'attendent. Celui-ci me paraissait approprié pour la période, pour l'époque de l'année. Petit printemps, ça donne bien avec cette jolie couverture. Alors, dans cette histoire, on va suivre le personnage de Amande qui, après un drame, je vous dis pas ce qu'il en est, mais voilà, elle vit un drame très difficile. Elle va décider de partir dans une petite maison complètement isolée en Auvergne. Elle est vraiment accablée par son chagrin, elle a vraiment beaucoup de mal et pendant tout un temps, elle va vivre isolée, recluse dans cette petite maison, dans l'obscurité. Elle va vraiment juste se lever pour le strict minimum, manger et puis elle retourne dormir. Donc elle est vraiment au plus mal et elle va tomber à un moment donné par hasard sur des notes. Des notes que l'ancienne propriétaire, donc c'était une dame qui vivait dans cette maison, une dame assez âgée qui est décédée et elle notait pas mal de choses aussi et ces petites notes vont aider Amande parce qu'elle va se lancer dans un projet qui est justement d'aménager le jardin qui est laissé à l'abandon complet depuis 3 ans je pense. Elle vient de la ville, donc a priori elle n'a pas la main verte spécialement, mais elle va se lancer là-dedans et on va la suivre petit à petit comme cela. J'ai beaucoup aimé, c'était également une très bonne lecture. Je préfère toujours Tout le bleu du ciel, mais c'était une excellente lecture aussi. C'est triste, c'est émouvant évidemment quand on voit ce que Amande a vécu. C'est difficile évidemment, on se met à la place du personnage, c'est un événement terrible, c'est très émouvant, on va avoir des sujets difficiles parce que ça parle de la mort, ça parle du deuil, mais aussi de tout ce qui est la reconstruction justement après un deuil, après un drame pareil. C'est fait avec beaucoup de douceur, toujours avec beaucoup de délicatesse, comme Melissa Costa sait le faire, d'après ce que j'avais vu dans Tout le bleu du ciel. C'est sa plume, c'est son style que j'avais aussi beaucoup aimé. Elle fait passer beaucoup d'émotions avec son écriture. J'ai beaucoup aimé suivre le personnage principal d'Amande. On ne peut pas s'empêcher de s'attacher à elle. Je pense que vous serez du même avis que moi si vous l'avez lu. J'ai bien aimé la suivre, la voir évoluer, la voir reprendre petit à petit goût à la vie, penser ses blessures après tout ce qu'elle a vécu. Les personnages qui gravitent autour d'elle sont aussi très touchants hein, parce que elle est entourée de la famille, elle est aussi entourée, elle va se faire une amie parce qu'elle va rencontrer la fille en fait de cette propriétaire et elles vont créer un lien. Donc c'était vraiment très bien comme lecture. J'ai beaucoup apprécié ce récit et ça m'a donné envie de poursuivre là-dessus et de lire encore d'autres livres que j'ai dans ma palle de Melissa d'Acosta. Alors je passe ensuite à un petit manga que j'ai lu aussi, c'est celui-ci, donc c'est le tome 2, Le Conte des Parias, aux éditions Doki Doki. J'avais lu le premier tome et j'avais apprécié, mais sans plus. Et je suis tombée sur celui-ci qui était à 3 €. Je me suis dit, ah, le second tome à 3 €, bah, je vais le prendre et je vais voir ce que ça donne. Et j'ai bien fait parce que j'ai beaucoup aimé le second tome. C'est vrai qu'en général, le premier tome, c'est assez introductif et tout. En général, moi, quand je lis des mangas, en plus, je lis toujours le premier, le deuxième, voire le troisième pour avoir une idée plus précise de l'histoire, vers quoi ça va mener. Et pour le Conte des Parias, je l'avais pas fait, j'avais juste lu le premier et je me suis dit, oui. Et en lisant le second tome, eh ben, ça m'a beaucoup plus plu.
C'était vraiment très très chouette. Là on voit qu'il y a quand même plus d'intrigue, qu'il y a des éléments inquiétants qui arrivent, c'est plus profond que ce que je pensais comme histoire. Donc je pense que je vais continuer parce que j'ai envie de lire la suite, parce que ça évolue d'une manière très sympa. Donc dans cette histoire, en fait, on va suivre une petite fille qui va rencontrer un diable, on le voit ici, et cette petite fille, elle est là. Et c'était une petite fille qui était maltraitée, qui a été séparée de son frère à la mort de leurs parents, me semble-t-il, et elle était prévue pour être vendue à un vieux monsieur de la bourgeoisie ou de l'aristocratie, je ne sais plus. Et en fait, elle a rencontré... Enfin, normalement, les êtres humains ne sont pas censés voir les diables quand ils ont leur apparence comme ceci. Ils peuvent se transformer prendre une apparence humaine, mais ça leur demande de l'énergie. Mais quand ils circulent dans leur apparence de base, les humains ne sont pas censés les voir. Et en fait, elle parvient à le voir. Donc ça l'intrigue. Et il va venir la voir les soirs. Ils vont se raconter des choses. Ils vont créer une relation. Et en fait... au moment où la jeune fille va être vendue, il va s'interposer et ils vont faire un pacte tous les deux pour pouvoir rester ensemble. Elle va perdre la vue, c'est ça le prix de ce pacte pour rester avec lui. Et du coup, ils vont un peu parcourir le monde. Lui va devenir ses yeux. Et il y a aussi une confrérie qui existe et qui en fait essaye de tuer tous ces diables. Il y a différents niveaux, donc c'est toute une hiérarchie. Il y a des diables qui sont très puissants, qui sont très hauts dans cette hiérarchie, et il y a des diables de bas niveau, je vais dire. Et on apprend que cette confrérie, elle est occupée à faire un tri et à tuer plein de diables. Du coup, il y a quand même un petit danger qui guette malgré tout. Et j'aime vraiment bien les deux personnages, que ce soit le diable ici ou la jeune fille. Le diable s'appelle Marbas et la jeune fille c'est Wisteria. Et j'aime bien leur duo, ils sont tout mignons. Le diable aussi, c'est normalement un diable puissant, très très puissant. Et avec cette petite fille, c'est vraiment un petit agneau. Donc je suis curieuse de découvrir et je suis contente du coup d'avoir acheté ce second tome. Parce que ça m'a donné envie de poursuivre. Au niveau des dessins, c'est ceci. Donc c'est des dessins... joli. Moi, c'est un style que j'apprécie. Donc, hop. Je continuerai. J'ai également lu celui-ci, Mémoire de la forêt, le second tome, Les carnets de Cornelius Renard, de Michael Brun-Arnaud aux éditions L'École des loisirs. J'avais lu le premier tome à sa sortie et quand celui-ci, il vient de sortir, je l'ai directement acheté et je l'ai directement lu. Je savais que je n'avais pas envie de le laisser traîner trop longtemps, même si la couleur fait assez automnale, hein. C'est vrai que je trouve qu'au niveau du style, ça fait plus automne que printemps, mais j'avais trop envie de poursuivre. Et ça se lit super vite aussi, hein. C'est un livre qui est catégorisé jeunesse, mais qui convient parfaitement à tous les âges. C'est un livre qui fait 300 pages, 310 pages. C'est écrit très grand, très aéré. Moi, en une soirée, je l'avais terminé et j'ai passé un super moment. Le livre est magnifique dans les tons orange, rouille. Donc ça, c'est la première page. On a aussi des illustrations, comme c'était le cas également dans le premier tome. Je vais vous montrer, voilà, si j'en trouve une. C'est ce style de dessin que je trouve très joli. Ah, on a aussi des petites insertions au niveau des pages. Et on a aussi des pages comme ceci, des carnets en fait, dans les tons orange, beige. Et c'était très chouette. Donc on va retrouver les personnages qu'on avait rencontrés dans le premier tome. Donc évidemment on a Archibald, Archibald Renard qui tient sa petite librairie où il y est très attaché bien entendu. Et il y a les festivités d'automne qui vont bientôt démarrer à Belle-Écorce. Le village, je pense qu'il y avait toujours la carte, oui, ici. On voit la carte du village.
Et tout le monde s'y prépare et soudain il y a un visiteur qui va arriver dans la librairie de Archibald qui est un renard. Le visiteur c'est un loup, Archibald c'est un renard. Ce loup va arriver, il a l'air assez furieux. Archibald comprend pas trop pourquoi il a l'air assez en colère. Ils ont un échange, le loup apparemment est aussi très... a beaucoup de connaissances au niveau de la littérature, au niveau du métier de libraire. Et en fait, donc ce loup qui s'appelle Célestin Loup va prétendre qu'il est le propriétaire légitime de la librairie d'Archibald Renard, alors que cette librairie elle est dans la famille d'Archibald depuis plusieurs générations. Avant c'était son père qui s'en occupait, avant c'était son grand-père, mais ce loup, donc Célestin Loup, il a des documents authentiques qui certifient qu'effectivement la librairie appartient à la famille Loup et pas à la famille Renard. Donc Archibald il va être jeté à la porte, on va lui dire tu prends tes petites affaires et oust, et il va se retrouver sans sa librairie. Archibald va essayer de faire la lumière sur tout cela, donc il va essayer de retrouver les carnets de son grand-père pour découvrir ce qu'il en est, découvrir la vérité concernant cette librairie, la création de cette librairie. Il va être accompagné par un nouveau personnage qui est son neveu Bartholomé, qu'on voit ici. Et ils vont partir comme ça de nouveau. Ça va être donc assez similaire au premier tome, où ils vont également se lancer dans une quête avec des pistes à trouver et plusieurs lieux à visiter, plusieurs personnages à rencontrer, et c'est à chaque fois en trouvant les carnets de son grand-père que ça va les amener vers une autre piste, et ils vont ainsi rechercher la vérité, la véritable histoire, ce qui s'est passé. Et je m'arrête là pour cette histoire. Je pense que j'ai dit assez de choses, mais c'était vraiment très très agréable à lire. J'ai beaucoup aimé retrouver Archibald, j'ai bien aimé son neveu Bartholomé. C'est aussi fait avec plein de douceur, c'est une histoire de famille, d'amitié, d'amour. Oui, c'est très bien fait. Je pense que ça convient aux petits, mais ça convient également aux grands parce qu'il y a toujours des belles valeurs qui sont abordées. On va aussi retrouver même le personnage de Ferdinand Taupe qui va faire une petite apparition de temps en temps dans cette lecture, donc c'était très chouette. J'ai beaucoup aimé le retrouver. C'est une histoire tout douce, ça fait du bien. C'est mignon, c'est bien fait, c'est vraiment très bien fait, c'est très juste aussi, et comme je vous l'ai dit, toujours des belles valeurs, des principes importants. Ici vraiment ça traite de la famille, des relations familiales. Il y a aussi des secrets parce que tout tourne autour en fait d'un secret qui a eu lieu dans le passé, et on va découvrir le fin mot de cette histoire grâce à la quête de Archibald et Bartholomé. Et c'était vraiment tout mignon, je vous le recommande. Si vous connaissez pas, n'hésitez pas à vous lancer. Je vous conseille quand même de lire d'abord le premier tome pour mieux vous situer dans l'histoire, et ensuite continuer avec celui-ci. Je pense qu'il y aura même un troisième qui est prévu si je ne dis pas de bêtises, mais c'est des livres vraiment qui valent la peine d'être lus. Dernière lecture de la semaine, c'est celui-ci, ce d'à côté, de M.T. Edwardson aux éditions Pocket. Je l'ai terminé hier, je pense. De nouveau, c'est ambiance thriller domestique plus, je pense. Nous sommes en Suède, dans une petite ville éloignée des grandes villes, donc où les gens se sentent assez en sécurité, où les voisins se connaissent, où on échange entre voisins. La petite banlieue où normalement tout se passe bien. Il y a des nouveaux voisins qui vont arriver. Une famille avec 2 enfants. Donc on a Bianca qui est agent immobilier. On a également Michael qui est prof de sport et qui va travailler justement dans l'école tout près, avec leurs 2 enfants, un garçon, une fille, qui s'appellent William et Bella. Donc ils vont arriver dans cette maison, tout semble génial, ils sont ravis, ils sont contents de ce nouveau départ, de ce nouveau cadre.
Les voisins sont très accueillants, ce qui les change parce qu'en général, dans les métropoles, dans les grandes villes, on n'a pas beaucoup de liens et de rapports avec ses voisins. Ici, directement, les gens viennent vers eux, les sollicitent, discutent avec eux. Au début, eux, ils sont un petit peu dans leur bulle, ils n'ont pas trop envie d'avoir des échanges amicaux avec leurs voisins. Ils préfèrent rester entre eux et juste dire bonjour, au revoir aux voisins, mais c'est pas du tout comme ça que ça se passe ici. Donc ils vont bien être un petit peu forcés de s'intégrer. Il y a des fêtes des fêtes de voisins, des choses comme ça, des barbecues, bref, ils vont faire la connaissance de leurs voisins et parmi ces voisins, il y aura Jacqueline et son fils Fabien. Jacqueline, c'est un ancien mannequin, donc c'est la femme qui attire les regards, les jalousies des femmes. Elle a un fils qu'elle élève seule et Fabien, c'est un adolescent différent. Donc il a du mal à l'école, il a du mal à se faire des amis, il est assez critiqué, c'est l'ado, l'enfant dont personne ne veut trop voir tourner autour de sa famille et il va rencontrer les nouveaux arrivants et ils vont échanger tout simplement entre eux et puis il y a des choses qui vont se passer. Je vous en dis pas trop parce que j'ai peur de trop vous dire, mais j'ai bien aimé. Il y a plein de secrets. À la fin, je suis restée là en mode mais non. J'étais surprise parce que tout va découler d'un incident. Donc ces nouveaux arrivants sont là et on a une double temporalité. Donc on va passer d'un temps à l'autre en alternance comme ça à partir du moment où après quelques temps, quelques mois où la nouvelle famille vit là-bas, se fait des relations avec les voisins, il va y avoir un accident parce que Bianca, donc la femme de Michael, va être renversée. Donc elle partait en vélo, elle va être renversée par une voiture et c'est la voiture de Jacqueline. Donc Jacqueline et Fabien étaient dans la voiture et là il y a toute la question de savoir si c'était un accident ou si c'était fait exprès. Mais ça se passe au tout début. Donc nous, on n'a pas encore les informations, on ne sait pas tout ce qui s'est passé, tous les problèmes qu'il y a eu entre ses voisins, les échanges qu'il y a eu, les tensions qu'il y a eu. On découvre tout ça par la suite. Donc quand on arrive dans ce roman, il y a cet accident avec Bianca qui est emmenée à l'hôpital, catastrophe et tout. Elle est dans un état assez grave et directement, le voisinage parle en se disant oui, est-ce que Jacqueline l'a fait exprès, est-ce que c'était un accident. Il y a directement, ça prend directement des proportions très importantes au niveau des voisins et ensuite on suit tout ce qui s'est passé et dans les chapitres à chaque fois on a avant l'accident et puis après l'accident et on change comme ça à chaque fois. Et à chaque fois, on apprend un peu plus, on évolue dans l'histoire et c'était vraiment bien fait. J'ai beaucoup aimé, j'ai été surprise par ce roman parce que je m'attendais pas du tout à ça, vraiment, mais pas du tout. Et on est un peu laissé dans le flou parce que vraiment jusqu'à la dernière page, on ne sait pas si c'est un accident ou si c'était fait exprès. Et c'est à la dernière page que tout se dévoile et ça nous laisse sur les fesses. En tout cas, moi, je suis restée sur les fesses. Donc, c'était une lecture surprenante que j'ai beaucoup aimée, que je recommande. Si vous avez envie d'avoir une lecture de ce style, de ce genre, vous pouvez vous diriger vers celui-là. Je vois que c'est l'auteur d'une famille presque normale également. Je pense que je vais aussi voir ce qu'il a... Je sais pas si c'est un homme ou une femme, mais je vais voir ce qu'il y a d'autre comme livre de cette personne parce que j'ai vraiment accroché à celui-ci. Voilà, ça c'est pour mes lectures faites cette semaine. Il y a eu pas mal de choses comme vous avez pu le voir. Je suis assez contente parce que mon rythme de lecture est très bien, très fluide, très rapide. Enfin, j'ai toujours un bon rythme de lecture de manière générale, mais
Ici, j'ai quand même l'impression que je lis un peu plus, donc c'est cool. Je vais vous montrer ce que je suis en train de lire. J'ai pris un petit style Cozy Mystery avec Petit meurtre en héritage. Les mystères de Honeychurch de Hannah Dennison. On est aux éditions City. Je viens de le commencer, je suis au chapitre 3, j'ai lu 36 pages, donc je vous en parlerai un peu plus la semaine prochaine. Ensuite, j'ai commencé celui-ci qui est Les poupées de Alexis Lepsker aux éditions Pocket. Ici, il y a le bandeau. Je pense que personne n'aime ce bandeau quand il est imprimé dessus, mais on continue à les imprimer tels quels. J'ai commencé aussi, je suis au début, je suis à la page 55 et je suis bien accrochée dedans. Donc je vous en parlerai un petit peu plus la semaine prochaine. C'est le premier livre de cet auteur que je lis. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de le découvrir, donc je me suis lancée dans celui-ci. J'ai également commencé Les Immortels, le premier tome qui est Les guerrières au sang doré des éditions de Saxus. C'est écrit par Namina Forna. C'est un livre qui, depuis sa sortie, m'intriguait pas mal, mais je l'avais pas acheté et je l'ai acheté très récemment en me disant bon, je l'achète, mais alors je le commence directement, surtout que j'ai vu que le second tome allait pas tarder à sortir. Donc voilà, ça faisait quelques semaines ou quelques mois que j'hésitais beaucoup à le prendre. Là, je me suis lancée et j'ai lu un tiers, je pense, du livre. Je suis à la page 129, il y en a un peu plus de 300. Ah non, il y en a 400 quand même, donc je lis à mon aise, mais cette histoire est vraiment très très bien. En tout cas, ça s'annonce très très chouette. Je vous en dirai un petit peu plus la semaine prochaine, bien entendu, parce que je compte avancer dans celui-ci. Et enfin, j'ai commencé celui-ci, La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab aux éditions Lumen. J'ai cette toute belle édition collector, j'ai la chance de l'avoir. Ça c'est le livre d'avril dans la sélection que j'avais faite, 12 livres pour 2023. Pour l'instant, je suis parfaitement dans mon timing parce que c'est le 4e mois de l'année et c'est mon 4e livre, donc la 4e lecture dans cette sélection. Donc tout se passe bien pour l'instant. J'avais envie de le lire depuis un petit moment. J'étais très curieuse de le découvrir, surtout qu'on en a beaucoup parlé. Ça se lit très bien. Je suis à la page 203, donc je suis ici. Il y en a 700 et voilà, c'est fluide, c'est la plume de V.I. Schwab que j'adore. Donc pour l'instant ça me plaît beaucoup, je vais l'avancer et je vous en parlerai plus la semaine prochaine si je l'ai terminé. À présent, si vous êtes toujours là, je vais vous montrer mes achats que j'ai fait à la foire du livre de Bruxelles. J'ai un peu de tout, j'ai donc des romans, j'ai des mangas et j'ai des BD, donc je vais vous montrer tout ça assez rapidement parce que la vidéo est assez longue comme ça, je pense. Alors je commence par les mangas. J'ai pris le premier et le second tome de celui-ci, qui est L'Oiseau d'or de Kénis, qui est un manga que j'avais vu passer et qui m'intriguait beaucoup. Il y avait les 4 tomes sur place, j'ai pris le 1 et le 2 de façon à pouvoir me faire une idée. C'est un manga qui me faisait très envie, il est tout petit, tout fin, donc à mon avis ça va pas prendre trop de temps pour se lire. J'ai également continué une saga donc qui est Shadows House que j'aime beaucoup. J'ai pris le 5e et le 6e tome parce que j'avais de 1 à 4, ils sont déjà lus. C'est un petit manga que j'aime énormément, donc j'avais envie d'un petit peu continuer cette série. Ça c'est pour les mangas, j'ai juste pris ça. Alors au niveau des BD, je me suis pris Brindy, le tome 1 et demi, Les Chasseurs d'ombre. C'est aux éditions Vent d'Ouest. C'est une petite BD qui me faisait envie. Je l'ai un petit peu feuilleté, ça avait l'air très chouette. On suit une fée et les dessins sont absolument magnifiques. Donc c'est ça qui m'a interpellée aussi. Ça a l'air très axé sur la nature. Ici derrière il y a juste, vous voyez, une petite phrase, une petite discussion, mais pas vraiment de résumé, mais ça me tente beaucoup. Donc je vais la lire dans pas trop longtemps je pense, parce que j'ai hâte de découvrir cette BD.
Alors, je me suis également pris celui-ci aux éditions Albin Michel, qui est La Reine des Neiges. Donc, ce sont ces BD qui sont des contes avec des illustrations incroyables. Celui-ci me faisait de l'œil. Dans la même collection, j'ai également La Petite Sirène avec les illustrations de Benjamin Lacombe. Mais celui-ci, je l'avais déjà vu. En tout cas, on me l'avait déjà montré et il me tentait beaucoup parce que je trouve que les illustrations sont également vraiment très très belles. Et ici, comme il était à la foire du livre, je me suis dit, c'est un signe. Encore ici une illustration. Donc voilà, j'ai hâte de lire cette histoire que je connais par le dessin animé bien entendu. Mais j'ai hâte de découvrir le conte dans cette magnifique version illustrée. Je pense que ça va pas tarder non plus à être lu. Regardez encore ici comme c'est beau. Donc il y a celui-ci. Je me suis également pris, parce qu'il y avait le stand de la maison d'édition et Le Héron d'Argent, qui est une maison d'édition que j'avais déjà remarqué et j'avais très envie d'avoir certains de leurs beaux livres. Mais voilà, c'est un peu compliqué de les obtenir quand on est en Belgique parce que les frais de livraison sont quand même assez élevés. Et ici, le stand était présent, donc j'ai pu en choisir un. Je me suis dit que j'allais rester raisonnable, en prendre un seul, et que si ils sont présents chaque année à la foire du livre, eh bien j'aurai l'occasion de racheter d'autres de leurs beaux livres. Moi j'ai pris celui-ci, donc c'est les contes féeriques, où on a évidemment des illustrations magnifiques, comme ceci. Voilà, on a ici les fées et la lune. J'avais beaucoup hésité avec les contes japonais et aussi avec les contes qu'on connaît. Par exemple, La Petite Sirène, la Petite Fille aux Allumettes, etc. Comment s'appelle-t-il? Je pense qu'à l'arrière, ils sont repris... Oui, Les Contes Merveilleux. Voilà, j'avais hésité avec celui-ci, Les Contes Merveilleux. Mais bon, finalement, je me suis dit que j'allais prendre celui-ci, Les Contes Féeriques. Il y a également, voilà, les contes japonais qui me tentent beaucoup. Et évidemment, Les Secrets des dieux égyptiens. Parce que, voilà, moi et l'Égypte, c'est une grande histoire d'amour. Ils me tentaient aussi, mais franchement, tous leurs livres sont magnifiques. Je suis super contente d'avoir pu trouver celui-ci. Et j'ai également hâte de m'y mettre. À mon avis, je vais pas le lire d'un coup, mais je vais sans doute lire de temps en temps un ou deux petits chapitres sur les... Voilà, ici on a les ondines par exemple, voilà, il y a le texte d'un côté, l'image de l'autre et c'est à chaque fois en général une page avec une des créatures, avec d'un côté une image et de l'autre côté la petite description. Donc à mon avis je vais lire ça de temps en temps et avancer dedans parce qu'il me fait très envie. Au niveau des romans, je suis tombée sur le stand des éditions Plume Blanche et j'ai pris celui-ci qui est Murmure de l'Océan de Ophélie Duchemin, la suite, en tout cas le second tome de la saga qui commençait avec Rose éternelle que j'avais adoré. On est aussi dans des revisites de contes. Le premier Rose éternelle, je vous en ai parlé, ça concerne La Belle et la Bête. Ici, ça concernera La Petite Sirène et on m'a dit que le troisième tome concernera le personnage de Réponse, donc j'ai vraiment hâte. Celui-ci, je l'avais déjà vu et j'avais hésité à l'acheter plusieurs fois. Je m'étais dit non, attends un petit peu. Et ici, en étant sur le stand et en discutant un petit peu avec les personnes du stand, comme j'expliquais que j'avais déjà lu Rose éternelle, on m'a dit alors je dois absolument prendre celui-ci. Et je me suis dit que c'était l'occasion, ma foi. C'est magnifique à l'intérieur aussi. Il y a des petits coquillages au début de chapitre. Ce sont des livres qui sont vraiment très très beaux. Donc je me suis pris celui-ci et j'en ai profité étant donné que j'étais sur ce stand pour prendre le second tome Que la mort soit douce de Laetitia Danaé. J'ai le premier tome dans ma palle et en fait l'autrice était présente et elle dédicaçait les romans. Donc j'ai eu aussi...
ma petite dédicace. Je suis super contente. C'est la première fois en fait que je fais dédicacer des livres. Donc j'étais contente d'avoir celui-ci. Les livres, regardez, est magnifique aussi. Ça c'est les chapitres, les débuts de pages de chapitres. C'est absolument splendide. J'ai très hâte de découvrir cette lecture. L'autrice était vraiment adorable, super gentille. Elle m'a mis un petit mot, une dédicace au début comme je viens de vous montrer. Et elle m'a aussi mis quelque chose à la fin en me disant que je pouvais le lire que quand j'aurais terminé le livre. Du coup, je suis curieuse, mais j'ai pas été voir. Et je pense que c'est aussi des livres que je vais lire prochainement. En tout cas le premier prochainement, et sans doute que je vais continuer poursuivre vu que j'ai le second tome ici, donc très contente. J'ai également pris L'Empire des femmes aux éditions Didier Jeunesse. C'est le premier tome, c'est de Cassandre Lambert. Le deuxième tome va sortir ou est sorti, je ne sais plus. C'est ça qui m'a décidé aussi, parce que à sa sortie j'en ai entendu vraiment pas mal de bons échos. Donc je m'étais dit oui, peut-être plus tard. Et ici, en voyant que le second tome est ou allait sortir très prochainement, je me suis dit allez, du coup je vais le prendre comme ça. Je dois pas attendre trop longtemps pour lire le second tome. Je sais pas si c'est une duologie ou s'il y aura plus de 2 tomes, mais j'ai vraiment hâte et je suis très curieuse de le découvrir. Alors ensuite j'ai pris celui-ci de David Braille, Que passe l'hiver, aux éditions L'Homme sans nom. Ça c'était un stand que je voulais absolument voir parce que j'avais prévu d'acheter celui-ci. De David Braille, j'ai lu Le Chant des géants que j'ai adoré. J'ai lu dernièrement La princesse au visage de nuit que j'ai beaucoup aimé aussi. Et je m'étais dit, dès que je vois celui-ci, je le prends parce que il m'intéresse beaucoup également. Et je suis arrivée sur le stand et l'auteur était là. Donc il m'a aussi fait une dédicace. Je suis très contente aussi. J'ai eu 2 dédicaces en allant à la foire du livre, ce qui n'était pas prévu, mais c'est très sympa. En plus, quand on est arrivé au stand, il n'y avait personne, donc on n'a pas eu besoin de faire de file. Pareil aux éditions Plume Blanche, on est arrivé vraiment le dimanche en fin de journée vers 17 h, ça fermait à 19 h je pense, et le gros de la foule était déjà parti. Donc on a pu regarder à notre aise. Ma sœur aussi a pris quelque chose aux éditions Plume Blanche. Que je lui emprunterai parce que ça avait l'air très très chouette. J'ai eu celui-ci aussi, j'ai hâte de le découvrir parce que j'adore vraiment bien ce que fait David Braille. J'ai pris celui-ci qui me tentait beaucoup de Robert L. Forward, L'œuf du dragon, aux éditions Nemos. J'ai pas trop voulu savoir de quoi ça parle. C'est de la science-fiction, je pense, et j'ai très envie de le découvrir. J'avais vu en fait sur les réseaux qu'il était sorti. Je l'avais vu passer, je crois, sur Instagram via la maison d'édition. Et j'avais envie de le découvrir. Donc je l'ai vu sur le stand et je l'ai pris. Dans ce même stand, j'ai pris... Non, c'est pas ça. J'ai pris celui-ci, donc Les Neiges de l'Éternel. Ça, c'est aux éditions Helios. C'est écrit par Claire Crust. C'est un petit livre poche et... ça se passe au Japon, donc on est dans un Japon féodal fantasmé et il y a 5 personnages qui vont raconter à leur manière la déchéance d'une famille noble. Donc on a 5 récits, on va avoir une jeune fille, on va avoir un fantôme centenaire, on va avoir une courtisane, on va avoir un jeune garçon, bref 5 personnages qui vont nous raconter une histoire. Je trouvais que ça avait l'air très intéressant, très sympathique et j'ai envie de découvrir. Il m'a donné envie de le lire. Je l'ai vu passer nulle part. Je ne sais pas si vous connaissez. Si vous connaissez, n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé, comment c'est. Et si vous connaissez pas, je le lirai pour vous et je vous dirai ce qu'il en est. J'ai également pris celui-ci qui est mon premier achat quand on est arrivé. C'est Alénor, fille de Merlin, la partie 1. Apparemment, il y en a 3. En tout cas, il y en avait 3 sur le stand. De Séverine Gauthier aux éditions L'École des loisirs. Je trouve que la couverture est absolument magnifique. Vraiment très très belle couverture. Et ici apparemment on va suivre Alénor qui est en fait la fille de Merlin, et Merlin l'enchanteur va mourir
terrassé sous ses yeux par le cri de la mandragore. Donc on est dans un univers avec Merlin, avec sa fille, avec de la magie, avec des mandragores. Moi, ça m'a parlé directement. C'est un livre jeunesse, hein. Vous voyez l'intérieur, c'est très grand, c'est aéré, mais ça me paraissait prometteur. Du coup, je me suis dit que j'allais prendre le premier tome et voir ce que ça pouvait donner. On arrive à la fin. Ça, c'est un achat que j'ai fait avec ma sœur. Donc, on s'est... la duologie nous intéressait toutes les deux et on s'est dit qu'on allait le payer ensemble, donc chacune la moitié, et que j'allais les garder, commencer la lecture parce que je lis plus vite que ma sœur, et du coup quand j'avais terminé, je les lui passerai pour qu'elle puisse les découvrir. Et c'est la 25e heure, donc ça c'est le premier tome, c'est de Feldrik Riva. Voilà, ça c'est le premier, c'est toujours aux éditions L'Homme sans nom, et le second c'est le Chrysanthème noir qui est ici. Les couvertures sont super belles, hein, vraiment magnifiques, et à l'arrière c'est présenté comme ça. Donc super chouette également. J'aime bien la petite mise en page, on dirait un petit journal presque. Donc c'est la première enquête et la seconde enquête. Alors ici on est dans une aventure policière fantastique. On est en décembre 1888, alors que le bon peuple de Paris s'interroge sur cette tour que l'impérieux Gustave Eiffel fait édifier à grands frais. D'étranges rumeurs circulent dans les faubourgs de la capitale. Les morts parlent. Interpellé par la presse à ce sujet, le préfet de police, M. Henri Lauzet, tourne en ridicule les plaisanteries de quelques coquins. Ainsi parle-t-il devant le beau monde sous les feux électriques du parvis de l'Opéra Garnier. Mais depuis l'ombre de ses cabinets, l'homme lance sur cette affaire les plus fins limiers de la République. Pendant ce temps, l'Académie des sciences en appelle à ses éminents savants pour que la pensée rationnelle, une fois pour toutes, triomphe des ténèbres de l'obscurantisme. Voilà, nous ça nous avait parlé, on avait toutes les deux envie de le découvrir. Il est mis entre science, ésotérisme et enquête policière. Cette aventure revisite l'histoire des inventions de la fin du 19e siècle en leur prêtant de bien sombres dessins. J'ai hâte de découvrir. On a aussi eu un marque-page. Et oui, c'est une histoire qui me tente bien. Donc je vais aussi essayer de la lire sans trop tarder. Surtout qu'après, ma sœur le lira. Donc voilà, il y a également ces deux-ci et c'est tout pour mes achats à la foire du livre. Donc je suis très contente de mes petits achats. C'est tous des livres qui me faisaient envie et que j'ai hâte de lire aussi. Voilà, nous y sommes. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce, un petit commentaire pour qu'on discute de tout cela. Dites-moi ce que vous lisez, dites-moi s'il y a des livres que vous connaissez. N'hésitez surtout pas, je vous souhaite un excellent dimanche. Profitez bien et je vous dis à très bientôt.